Alors pour ce dernier plateau de la journée, je suis en compagnie de Chantal Thomas et de Régis Geoffrey. Et en fait, tous les deux, dans vos romans, dans votre œuvre, vous avez un point commun. C'est en fait la matière de vos fictions. La matière de vos fictions, c'est le réel. C'est le réel immédiat pour vous, Régis Geoffrey, et le réel plutôt historique pour vous, Chantal Thomas. En vous lisant, on peut penser à Truman Capote ou à d'autres qui ont finalement érigé le réel en sujet de roman. Et en fait, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est de savoir c'est quoi une bonne histoire du réel pour finalement ensuite écrire un roman ou une œuvre de fiction autour de cette histoire. C'est-à-dire je découvre mes histoires en même temps que je pense au roman. Donc, par exemple, pour l'échange des princesses, j'ai eu l'impression que c'était l'histoire qui me donnait un épisode idéal pour moi, une manière d'aller plus loin dans le récit d'enfance et dans l'intelligence politique. Mais il n'y a pas de décalage, vous voyez. Je lis l'histoire où je regarde des tableaux, où je me promène dans des châteaux et je laisse surgir. Et vous travaillez d'abord avec un thème en tête quand même, ou est-ce que vous avez un thème en tête, une thématique, une envie particulière sur une période de l'histoire avant de travailler, ou comment ça se passe? Non, c'est tout en même temps. J'ai une sorte de musique affective ou sentimentale. Et donc là, c'était l'enfance. Voilà. Vous, Régis Geoffrey, dans les histoires du réel, comment vous les choisissez? Comment vous dites finalement ça c'est quelque chose qui peut amener un roman? Vous savez, moi, ça a été un peu par hasard parce que j'ai écrit donc 3 livres qui étaient d'après des affaires réelles. La première fois, c'était parce que j'avais couvert le procès Edward Stern pour le Nouvel Obs. La deuxième fois, c'est qu'en entendant le fait divers, c'est-à-dire Joseph Fritzl qui avait enfermé sa fille pendant 24 ans, il avait fait 7 enfants. Dans ma tête, c'était la caverne de Platon. Je m'étais dit, c'est quelque chose d'unique. Ces enfants qui sont nés dans une cave et qui connaissaient tout le réel par la télévision, mais qui ne le connaissaient pas dans la réalité. Et l'affaire Strauss-Kahn, c'était parce que j'avais trouvé Anne Sinclair. Oui, c'était un personnage bouleversant quand elle sortait de la salle de procès qu'elle était portée. Je voudrais quand même signaler qu'on a beaucoup critiqué les écrivains français en disant qu'ils parlaient de leur nombril et qu'ils ne prenaient pas à cœur leur époque et au corps à corps. Je vais quand même dire qu'on est un pays où on fait des procès aux écrivains dès qu'ils s'en prennent au réel. Qu'il y a une haine du roman en France. J'en parle pour l'affaire DSK. Parce qu'il y a eu ce film de Ferrara, Welcome to New York, où on a dit les pires horreurs sur le film, où il a dit qu'il porterait plainte. Il ne l'a pas fait. Par contre, j'ai toujours une plainte sur moi. Voilà, c'est pour quand même dire que le droit français est très préjudiciable aux écrivains qui s'emparent de la réalité. Mais ça voudrait dire que finalement, il y a des limites au réel et il y a des limites à la fiction qu'on peut faire à partir du réel? Ou est-ce que pour vous, justement, si je vous entends bien, c'est qu'il n'y en a pas, en fait, de limite, justement, sur ce qu'on peut faire à partir d'une histoire vraie? Non, mais je pense qu'il y a des limites à l'indécence et cette plainte est absolument obscène après les récits des prostituées qu'on a pu entendre au procès du Carlton de Lille. Voilà, c'est tout. Non, c'était juste une parenthèse, voilà. Mais cela dit, donc les choix, moi, c'est pas un choix délibéré, prémédité, je dirais. Voilà, ça a été des occasions particulières. Mais au moment où on choisit une histoire, quels sont les ingrédients finalement qui donnent envie de cette histoire, que ce soit une histoire plutôt ancienne ou une histoire plutôt réelle? Quels sont les ingrédients qui font qu'on la choisit? Moi, j'ai pas le sentiment vraiment de choisir les histoires, vous voyez. D'abord, le réel auquel je me réfère, il est très ancien. Donc, il est vraiment porté par une suite de relais où l'imagination a beaucoup de place. Et on est constitué, c'est un peu notre propre univers qui se prolonge dans ces mondes qu'on ranime et qu'on fait revivre. Pour moi, c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça, Régis, ou c'est différent pour vous?
Je sais pas, parce que je pense que les écrivains français n'ont pas la même façon de travailler, par exemple, que les écrivains américains. C'est-à-dire votre question irait comme un gant à un écrivain américain. Mais en France, on a un peu on n'a pas la même préméditation. J'ai jamais entendu un écrivain qui ait étudié plusieurs sujets pour savoir quel sujet il allait prendre, la façon dont il allait écrire. Ça, c'est beaucoup plus américain, ce qui est pas du tout péjoratif. Mais nous, les écrivains français, on est un peu dans le. Je crois qu'on est quand même issu toujours du romantisme, et un peu du bric et de broc. C'est-à-dire le romancier, c'est un peu l'inspiration, c'est un peu le moment. Donc ces questions-là, en fait, bizarrement, je trouve qu'un romancier français a du mal à y répondre. Non ? Je ne sais pas vraiment si c'est une histoire romancier français-américain, mais ce qui est sûr, c'est que on ne se réveille pas avec l'idée d'aller chercher un sujet. Là, je pense vraiment comme Régis. Par exemple, j'ai écrit sur Marie-Antoinette, mais j'avais d'abord écrit un essai. Et une des choses qui me caractérise dans mon travail, c'est que je passe de l'essai au roman. Donc, vous voyez, les thèmes, ils circulent. D'accord. Et malgré tout, quand vous travaillez sur l'affaire DSK, l'affaire Stern, l'affaire Fritzl, c'est quand même des histoires croustillantes, un peu dramatiques, pathétiques pour certaines. Du coup, est-ce que c'est ça, finalement, les ingrédients d'une bonne histoire ? Pourquoi finalement ces histoires-là et pas une histoire d'un fait divers beaucoup plus, entre guillemets, moins dramatique, moins croustillant ? Pourquoi ces trois histoires-là ? Je ne sais pas si c'est croustillant. Non, moi, ce qui m'a intéressé, notamment dans Claustria et Rikers Island, c'est surtout d'aller sur place, d'aller voir les choses. Parce que alors, c'est très curieux, parce que c'est des histoires assez rebattues mondialement. Surtout que l'Austria, l'affaire Fritzl, a été beaucoup traitée par la presse anglo-saxonne, mondiale et plus que française d'ailleurs. Et quand on va sur place, quand on essaie de rencontrer les gens, on s'aperçoit que la vérité n'a pas été dite. Ça, c'est assez étrange. Et c'est bizarre qu'un écrivain, par exemple dans l'affaire Joseph Fritzl, soit arrivé à tout mettre en l'air en une seconde. C'est-à-dire que je suis la seule personne à avoir vu les experts acoustiques, puisque ces gens étaient enfermés dans la cave. Il y avait toute une maison avec des locataires. Et donc la réalité, c'est qu'on entendait comme si on y était. Et donc que tout le monde est coupable. Et ça, personne ne l'a déterminé. Par exemple, pour l'affaire DSK, je pense avoir été un des seuls à faire le voyage jusqu'au village de Nafissatou Diallo. Un des seuls, pourtant c'était simple, à avoir séjourné à l'étage des suites, puisqu'ils n'ont pas voulu me louer la suite où était Strauss-Kahn, à l'étage des suites du Sofitel. C'est des détails, mais en séjournant, on voit des évidences. En allant à son village, ce qui était très compliqué, j'ai failli me faire enlever. En fait, c'était prévu qu'on m'enlève. J'ai su après, peu importe, par des islamistes. C'était au moment de la guerre du Mali, donc c'était plus ou moins frontalier. Enfin bon, bref. Mais moi, j'ai pas eu peur parce que je suis assez inconscient. Et les gens avaient peur à ma place. Heureusement, comme ça, j'ai évité. Mais je suis très peureux, mais quand je suis un peu inconscient. Et donc là, j'ai quand même pu aussi voir le cheminement d'une femme. Et découvrir des évidences. C'est que, par exemple, on a soupçonné que c'était une passe, qu'elle aurait pu gagner de l'argent, parce qu'elle était noire. Mais alors on se dit, bon, une noire pour $100, ça va faire. Mais moi, je me suis aperçu d'un truc très simple que personne n'a dit, c'est qu'elle gagnait $3000 par mois. Et qu'à la moindre incartade, elle était virée, parce qu'à New York, on rigole pas avec la prostitution, et on fermait l'hôtel s'il y avait prostitution. C'est des détails. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. C'est ça qui m'intéresse dans ce genre d'histoire. Mais du coup, est-ce que vous voulez combler les lacunes des médias à travers cette démarche, qui est une vraie démarche finalement presque journalistique ? Est-ce que c'est un moyen de combler les lacunes des médias, qui sont les historiens du réel ? Peut-être parce que les médias sont obligés. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était l'actualité pizza, c'est-à-dire qu'on les envoyait chercher une pizza au fromage, une pizza. C'est-à-dire que les journalistes, on les envoie chercher quelque chose, ramener quelque chose. Tandis que moi, j'ai le luxe d'y aller pour rien. Voilà. Et quand on va pour rien, on écoute les gens, on a plus de temps à passer, et je n'ai aucun compte à rendre. Et puis peut-être parce que j'ai eu la chance, parce que je suis assez brouillon, et donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont été rigoureux à ma place.
Je pense que j'ai eu de la chance, mais je pense que moi, ce que j'en retire, c'est ces deux expériences. C'était les expériences d'aller sur place. Et puis il y a aussi la chose que peut donner le romancier, que peut pas donner le journaliste, et que peut même pas donner celui qui a vécu l'événement, c'est le temps. Par exemple, dans Claustria, la difficulté, c'était de donner une idée de ce que c'était que 24 années passées dans un souterrain, dans une cave d'à peu près 65 mètres carrés, close, où il n'y a jamais le jour qui rentre, jamais l'air qui rentre, pendant 24 années. Tous les deux, vous avez été adaptés au cinéma, Les Adieux à la Reine pour Chantal Thomas et votre livre sur l'affaire Stern, où il y a eu un film qui s'appelait Sévère. Comment on écrit quand on pense à un film? Est-ce qu'on écrit différemment? Est-ce qu'on travaille de concert avec le scénariste? Est-ce qu'on est propriétaire finalement de cette œuvre et on a envie de voir les choses comme on les a imaginées dans le livre? Comment on travaille avec un réalisateur? Alors, pour Les Adieux à la Reine, Benoît Jacot m'avait contacté très tôt en disant qu'il voulait faire ce film. Et je lui ai fait confiance entièrement. Et j'ai su qu'il allait capter l'esprit. Et les changements qu'il a faits me gênent absolument pas. Et je lui ai comme donné cette histoire comme on la donne à un lecteur. C'est-à-dire, il était libre. Et j'ai bien fait parce que c'est magnifique. C'est-à-dire que cette œuvre ne vous appartenait plus à partir du moment où vous disiez à Benoît Jacot adapte mon livre, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas de sentiment d'appartenance. On écrit un livre et l'histoire, elle est dans l'air, voyez. Et pour l'échange des princesses, là, j'ai écrit le scénario avec Marc Dugas et c'est complètement différent. Là, par contre, le film, je continue de le sentir comme un prolongement autre, mais une avenue qui est liée au roman. Vous êtes d'accord avec ça ou vous travaillez comment vous voyez les choses? Enfin, moi j'ai l'expérience de Sévère qui a été adapté. Après j'ai fait un film mais c'était avec Stéphane Lévy, mais c'était différent. Non, moi Hélène Filière m'avait demandé si je voulais participer au scénario. Je lui ai dit écoute, si tu as un problème, mais c'est ton film, donc non, elle écrit le scénario. Moi j'ai pas de problème. Il y a des écrivains qui disent qu'ils ont été trahis, ce genre de choses. Souvent c'est des écrivains très médiocres, hein, donc ça leur permet d'être trahis alors que ça serait venu à l'esprit de personne. Mais moi je vois pas comment on peut être trahi puisque c'est un film, donc c'est pas la même chose. Moi je peux pas être trahi. Parce que j'estime que le livre et le film, c'est pas la même chose. Le livre a pas à se retrouver dans un film. Moi, ça me pose aucun problème. Et même c'est excitant. C'est vrai. On a envie qu'il y ait quelque chose d'autre qui surgisse. C'est comme quand on parle à des lecteurs réellement, qui vous racontent une autre histoire. Et ben c'est aussi l'histoire qui est née en nous, mais c'est une autre. Et c'est ça qui est vivant. Et si vous deviez citer une adaptation littéraire au cinéma qui vous a plus inspiré, que vous aimez, vous diriez quoi? Au-dessous du volcan. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est un film de Huston et ça reprend l'idée de l'errance, de l'alcool, de la perdition, mais l'image, et ça c'était vrai pour Les Adieux à la Reine aussi, les lieux évidemment au cinéma ont une présence envoûtante. Et vous, Régis? Il y avait moi j'ai pas la mémoire des noms, mais il y avait, je crois que c'était Thérèse Raquin, j'avais trouvé très bien adapté, mais je me rappelle plus le metteur en scène. Il y avait aussi quelque chose, alors c'est peut-être un film de moindre ampleur, mais j'avais trouvé une adéquation entre le livre et les personnages. C'était l'extension du domaine de la lutte de Houellebecq. J'avais trouvé que le film correspondait au livre. C'est-à-dire que je sais pas comment ils avaient. À l'image que vous aviez du livre. C'était Garcia qui jouait le personnage. Ouais. Et il y avait ce même côté gris, ce même côté sombre, et le même côté de l'époque en même temps, parce que c'est une époque révolue. C'est l'époque avant Tinder, avant Adopte un mec, avant tout ça. L'époque où il y avait une solitude sexuelle, où il y avait quelqu'un qui indéfiniment ne trouvait personne. Et j'avais trouvé en tout cas que là, pour le coup, pour les gens qui veulent que le film soit comme le livre, là, j'ai trouvé que c'était très ressemblant. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Et puis à très bientôt.